Le point de l'actualité de ce jour dans un instant, les titres. L'actualité de ce lundi reste dominée par deux débrayages qui ont débuté aujourd'hui. Le syndicat national des agents de santé communautaire pour 5 jours. 5 jours également du syndicat national des agents de l'agriculture et de l'élevage. Les motifs et les constats dans ce journal. Le Sahel Sporting Club de Niamey a tenu hier les travaux de son comité directeur. Une instance avant l'AG élective annoncée pour la fin de ce mois. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information que nous débutons par cette brève avec l'interpellation ce lundi à la police judiciaire de notre confrère directeur de publication du journal Le Courrier, Souleymane Salha. Il a été interpellé relativement à un article sur le livre de Ali Chekou. Souleymane Salha a été entendu ce matin avant d'être libéré. Nous y reviendrons demain dans nos éditions d'information. Je l'annonçais dans les titres. Sur l'actualité sur le front social, le syndicat national des agents de l'agriculture et de l'élevage a entamé ce matin une grève de 5 jours. Motif de la grève, le syndicat exige du gouvernement les primes et indemnités spécifiques au secteur de l'agriculture et de l'élevage. Le constat de cette grève avec nos reporters Omar Issouf et Chebou Guissou. 7 ans de lutte, 7 ans d'attente de la prise en compte de l'unique revendication qui est la prime spécifique au secteur de l'agriculture et de l'élevage, mais plus que jamais, les agents du secteur rural se disent déterminés à poursuivre la lutte, sans relâche. Jusqu'à satisfaction, en témoigne la grève de 5 jours qui a débuté ce lundi 3 novembre et qui est suivie à l'unanimité par les militants du secteur rural. Les bureaux fermés, les travailleurs du secteur rural ont respecté le mot d'ordre. C'est une longue lutte que nous avons entamée depuis 2007 et qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas abouti malgré la signature de plusieurs accords, malgré tous les engagements que le gouvernement a pris jusqu'à la date d'aujourd'hui encore. Nous attendons nos primes et indemnités qui ne sont pas encore allouées. Pour nous, tant que concrètement, de façon concrète, un décret n'est pas pris par rapport auquel on va nous dire voilà les primes et indemnités qui vont nous être allouées avec leurs taux différents et avec en fonction des catégories et des postes de travail, on ne peut pas dire que quelque part quelque chose sera fait. Nous, ce que nous attendons de la part du gouvernement, c'est le concret, c'est le décret que nous attendons. Tant que le décret n'est pas pris, en tout cas, aucune promesse à nos yeux ne peut être acceptable. Nous sommes à la fin de la campagne agricole 2014 et le gouvernement a besoin d'informations chiffrées sur la dite campagne. Cependant, les détenteurs des chiffres, ce sont les agents du secteur rural. Ils ne sont pas prêts à les divulguer tant que leur revendication n'est pas prise en compte. Ce qui va se passer, d'abord, vous savez que nous sommes en blocage des informations, en dehors même de la grève. Toutes les informations liées à nos activités sur le terrain, nous avons décidé de les bloquer. Et vous savez que les ministres sont en train de faire le tour pour la prévaluation de la campagne agricole. Dans ce cadre-là, ils ont procédé, au lieu justement de nous s'asseoir entre eux et nous pour qu'on trouve une solution définitive, pour que le gouvernement prenne le décret pour nous allouer les primes et indemnités, pour que le mouvement de grève cesse dans le secteur, pour qu'ils aient accès aux informations, ils ont préféré procéder à des intimidations à travers des messages radio, à travers des réquisitions des agents à droite et à gauche. Ils ont voulu intimider nos camarades pour qu'ils leur libèrent les informations malgré notre blocage. Fort heureusement, les camarades sont suffisamment sensibilisés, ils sont suffisamment conscients des risques qu'il y a autour de cette question, ils sont suffisamment, en tout cas mécontents, suffisamment déterminés à aller jusqu'au bout de cette lutte-là, jusqu'à ce qu'ils aient les primes d'indemnité. Voilà pourquoi ils n'ont pas cédé à ce chantage-là, à cette pression-là. Le syndicat national des agents de l'agriculture et de l'élevage entend saisir le médiateur de la République et d'autres institutions compétentes afin de trouver une solution à leurs problèmes. Autre grève qui a débuté aujourd'hui, c'est celle du syndicat national des agents de santé communautaire. Ce syndicat qui a débuté une grève de 5 jours pour exiger du gouvernement le respect strict du protocole d'accord signé avec le ministère de la Santé publique. Les explications du secrétaire général du SINACOM, Ibrahim Moussa. Nous sommes des agents contractuels qui sont sur le terrain en train de servir l'État pendant des années et des années. Et que au niveau de notre plateforme revendicative, nous avons demandé qu'il y ait un recrutement direct et sans concours pour ces camarades qui ont servi l'État. Avec le ministère de la Santé, on avait eu des négociations, on avait eu en tout cas beaucoup de consensus avec des engagements, avec un protocole d'accord.
Mais tout récemment, nous avons constaté que le ministère de la Santé est en train de faire fi de ses engagements, fi de ce protocole d'accord. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'utiliser en tout cas nos moyens légaux pour arriver à nos revendications. Nos attentes sont que le ministère de la Santé, l'État à travers le ministère de la Santé, qu'il revienne en tout cas qu'on s'assoie et qu'on définisse clairement le problème et que le problème soit pris en compte. Surtout, le manque de prise en compte de ce problème, nous l'avons dit, ce ne serait qu'une violation de la loi. Parce que le statut général de la fonction publique est une loi de l'État à préconiser les dispositions, en tout cas du recrutement sans concours pour les contractuels de l'État, à travers l'article 145. Et les décrets de mise en application également à la prévue. Quels sont les dossiers à déposer en cas de concours et en cas de recrutement sans concours? Nous avons vu tout récemment, le ministère de la fonction publique a fait ressortir un arrêté portant ouverture d'un concours. Nous nous sommes dit que ça, ce n'est qu'une partie remise. D'abord, c'était prévu qu'il y ait le concours direct et qu'il y ait aussi le recrutement sans concours pour les camarades qui sont sur le terrain. Et si vous constatez dans l'arrêté, il y a une partie où c'est en frappe que l'arrêté a été mis en frappe pour augmenter les chiffres, les 756 qui devront être faits pour le recrutement sans concours. Ce qui est vraiment dommage pour un arrêté, en tout cas un acte administratif des ministres ne doit pas souffrir des modifications. Quand vous constatez l'arrêté également, la date du concours a été modifiée et ça a été dit par frappe, ce qui n'est pas normal, nous le déplorons. Nous pensons que ce n'est qu'une partie remise. Il n'est pas toujours tard pour revenir sur la vérité. À l'endroit de nos camarades, c'est qu'ils comprennent que au Niger, quand on ne se manifeste pas, les droits sont toujours bafoués, sont toujours piétinés. Et qu'ils se mobilisent davantage, qu'ils sachent qu'ils sont en tout cas aujourd'hui des exploités. Parce que demain, on va les remercier pour dire que bon, vous n'avez pas de numéro matricule. Alors qu'aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui sont en train de faire le travail sur le terrain. Je pense qu'ils doivent prendre conscience et comprendre que sans la lutte là, il n'est pas possible d'avoir ces droits au Niger. Tant qu'il n'y a pas eu de consensus, tant qu'il n'y a pas eu des engagements fermes, et nous allons continuer à lutter jusqu'à avoir en tout cas la solution à nos problèmes. L'actualité au plan politique, la coordination Lumana Africa et l'Aranchana de la commune 1 a organisé hier après-midi au rond-point Garfawa un grand meeting de soutien au président de cette coordination, Alhaji Dada, et au secrétaire général du parti, Omar Hamidou Tchana. C'était en présence donc de nos reporters Michel Légy sur des images de Sadou. Ladan Tchana et Alhaji Dada, une chance pour la commune Niamey 1. C'est sous ce slogan que s'est tenu ce grand meeting. Une manifestation politique qui vise à prouver à l'opinion publique la sympathie et l'attachement de cette coordination communale toujours engagée à soutenir les idéaux prônés par le ministre d'État Ladan Tchana. Après le mot de chaleureuse bienvenue du président de cette coordination, Elhaj Moussa Kimba Di Dada, ce fut le tour de la ministre du Tourisme de prendre la parole au nom du ministre d'État Omar Hamidou Tchana pour exprimer toute la reconnaissance de ce dernier pour leur soutien indéfectible qui ne cesse de faire rayonner ce parti Lumana El Tchana. La rencontre a été sanctionnée par une déclaration. Nous sommes aujourd'hui heureux de constater que de nombreux militants ont compris et ont adhéré totalement au choix politique noble et éclairé du ministre d'État Omar Hamidou Tchana et ses camarades qui ont soutenu le gouvernement d'union nationale tant que prôné et voulu par le président de la République, son Excellence Elhadji Mahamadou Issoufou. Devant cette assemblée réunie,
nous réitérons notre confiance totale et entière à son Excellence M. Omar Hamidou Tchana, secrétaire général du parti, et lui assurons notre soutien sans faille pour les prochaines échéances. Nous lançons un vibrant appel aux militants et sympathisants de l'arrondissement communal Niamey 1 et de toutes les autres coordinations communales pour soutenir son Excellence Omar Hamidou Tchana, secrétaire général du parti. Nous demandons aux militants et militantes de se tenir prêts pour répondre à tout mot d'ordre des patriotes sincères de l'arrondissement communal Niamey 1. Exhortons en outre la classe politique à privilégier l'esprit de dialogue, de tolérance, d'unité et de responsabilité dans l'intérêt bien compris du Niger et de son peuple. En marge à cette manifestation, des témoignages de satisfaction ont été décernés à des militants qui ne ménagent aucun effort pour porter plus haut les flambeaux du parti dans la droite ligne des valeurs incarnées par leur leader politique, Ladan Tchana. La situation au Burkina Faso, l'armée doit remettre le pouvoir aux civils, en tout cas c'est le vœu des Burkinabés, mais aussi des organisations africaines internationales et certaines puissances mondiales. Les civils qui ont amené le président Blaise Compaoré à démissionner devraient diriger la transition. Pour Moussa Tchangari, acteur de la société civile nigérienne, ce qui vient de se passer au Burkina Faso est un acte à saluer. On l'écoute dans un extrait avant de le retrouver en partie magazine de ce journal. Si Blaise a fui, c'est parce qu'il pense que c'est-à-dire que l'armée seule ne peut pas faire face à cette situation. Un peuple qui se révolte, qui dit non à une dictature, à moins de se mettre à assassiner, à massacrer une bonne partie de la population. Je pense que les militaires ne peuvent pas se maintenir. S'ils veulent s'essayer à ça, eh bien, ça sera un grand problème pour eux aussi. Donc, ils sont conscients. Donc, il ne faut pas même envisager cette idée-là, quoi. Je pense que les militaires sont plus ou moins conscients eux-mêmes. Ils essayent quelque chose. Si ça marche tôt, si ça ne marche pas, bon, ils vont laisser. Ils l'ont plus ou moins dit. Hier, un des porte-parole du lieutenant-colonel Zida a quand même dit qu'ils sont ouverts, que les gens peuvent venir les voir, etc. Bon, et ils cherchent à sauver les arrières. C'est quand même un régime qui a commis beaucoup de crimes, hein. C'est pas de la blague, quoi. Ils ont fait beaucoup de choses graves et les militaires, là, notamment la garde de Blaise, est impliquée dans beaucoup de crimes. Tout le monde le sait. C'est pas pour rien que c'est elle qui prend pratiquement le pouvoir. Et puis, on a presque disloqué l'armée pour renforcer la garde présidentielle. Déjà, vous pouvez comprendre que le chef d'état-major général d'une armée qui fait une déclaration, et puis un chef d'une unité sort pour le contredire. Après, les militaires se retrouvent en conclave pour désigner un chef d'une unité. Ça veut dire que entre eux-mêmes, c'est la force qui a tranché. Até Moussa Tchangari, que vous retrouverez en partie magazine de ce journal du sport. Pour clôturer cette page nationale, le comité directeur du Sahel Sporting Club de Niamey a eu lieu hier au Grand Hôtel de Niamey, une réunion qui a permis aux participants de poser les jalons de l'Assemblée générale élective annoncée pour ce 30 novembre. Les conclusions des assises de ce CD du Sahel avec Omar Moulay, il est secrétaire général du bureau exécutif du Sahel Sporting Club de Niamey. Vous savez, dans la vie des associations, il y a des instances qui doivent se tenir régulièrement pour informer donc les membres qui sont ceux-là même qui définissent la direction que le club doit suivre. Et donc, normalement, chaque année, on doit réunir un comité directeur pour informer donc ses membres comment est-ce que le club est en train de marcher, comment est-ce que les choses sont en train de se faire. Et puis, bon, on prend des nouvelles résolutions, on fait ce qu'il y a à faire. Comme ça, on soumet ça à l'Assemblée générale pour dire à l'ensemble maintenant des supporters et sympathisants du Sahel comment est-ce que nous comptons mener les activités du club. C'est dans ce cadre que nous sommes en train de tenir aujourd'hui ce comité directeur qui va donc définir les nouvelles orientations qu'on va donner au club, dans surtout le cadre de la nouvelle professionnalisation qui est en cours et que le Sahel ne veut pas rater ce rendez-vous.
Monsieur le secrétaire général, on sait que le 15 décembre, ça serait le coup d'envoi du championnat national de Ligue 1, mais également au mois de février, il y aura donc les préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine dont le Sahel fera partie. Alors, comment au niveau du comité exécutif, vous vous attelez à faire de cette participation du Sahel une participation parfaite et réussie? Merci. C'est justement dans toujours ce même cadre. Au niveau du championnat, nous sommes en train de nous apprêter pour représenter une équipe assez compétitive. Et donc, au niveau aussi de la compétition africaine, cette année, nous voulons avoir un autre objectif. Faire tout pour qu'on puisse aller le plus loin possible. Si possible, rentrer dans les éliminatoires de groupe qui va permettre de rehausser le niveau du football national. Parce que tant qu'on va être chaque fois éliminé au premier tour, bon, ça ne nous fait pas avancer. Donc, on va prendre avec le comité directeur l'ensemble des résolutions, l'ensemble des recommandations en vue de l'atteinte des objectifs que ce comité directeur va nous fixer à l'horizon, donc à l'issue donc de cette année sportive qui va démarrer bientôt. Alors ce comité intervient à quelques jours de la tenue de l'Assemblée générale du Sahel Sporting Club. Le président actuel se dit prêt à se retirer. Comment ça se passe dans la salle? Ben oui, en fait, nous sommes au comité exécutif, donc membre du comité directeur depuis 2005. S'il y a des personnalités qui sont intéressées pour venir prendre la relève, on ne dit pas non, parce que nous sommes là pour la même cause. Nous allons donc essayer de discuter pour voir s'il y a des bonnes volontés qui veulent venir nous accompagner ou même prendre notre place, que ce soit le président, que ce soit moi, le SG ou tout autre membre. En tout cas, s'il y a des bonnes volontés et qui sont foncièrement sahéliennes, parce qu'on ne peut pas aussi laisser le club comme ça si on n'est pas sûr que celui qui va venir va réellement être sahélien dans sa chair et dans sa peau pour pouvoir continuer sur les mêmes objectifs qu'on s'est fixés depuis que le Sahel existe, donc depuis 1975. On ne va pas laisser comme ça le bateau sans chef, mais il se trouve que certains parmi les membres du bureau exécutif ont d'autres contingences, d'autres obligations qui font que rallier les obligations professionnelles souvent avec la vie associative n'est pas toujours évident. Donc on va continuer de discuter. Il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de ressources au niveau donc du comité directeur. On verra d'ici la semaine prochaine où notre assemblée générale est prévue, donc le 9 novembre, ce qu'on va concocter comme éventuellement un nouveau bureau du comité exécutif issu du comité directeur pour continuer l'œuvre que nous sommes en train de faire depuis une dizaine d'années. Des gens circulent pour la succession de Dansousou? Pour le moment, non. Dansousou est là. Maintenant, on va voir au niveau de la salle s'il y a des bons. Vous savez, il y a quatre vice-présidents qui sont là. Si professionnellement, Dansousou pense que il ne peut pas continuer, on verra les manifestations d'intérêt dans la salle. Et puis bon, on vous dit. L'actualité hors de chez nous, le colonel Isaac Zida est le nouvel homme fort du Burkina Faso, numéro 2 de la garde présidentielle. Zida promet un cadre constitutionnel pour la transition. Le calme est revenu dans les rues de Ouagadougou. Les commerces et les écoles ont rouvert et la circulation a repris avec son habituel balai de mobylettes. Le lieutenant-colonel Zida, le nouvel homme fort du Burkina Faso, lui, continue ses consultations avec les forces politiques burkinabées, mais aussi avec les représentants de la communauté internationale. Et il a répété aux diplomates qu'il a rencontrés ce lundi, la transition se fera dans un cadre constitutionnel et sera dirigée par une personnalité consensuelle. Il fallait aussi les rassurer, de dire que nous ne sommes pas là pour usurper et nous asseoir et gérer le pouvoir d'État. Nous sommes là pour aider à sortir le pays dans une situation où il s'est retrouvé par la force des choses. Plusieurs pays se sont effectivement inquiétés de cette prise de pouvoir de facto par l'armée. Cette nouvelle déclaration du lieutenant-colonel Zida laisse donc penser qu'un civil et non plus un militaire pourrait prendre la tête de la transition. C'est précisément ce que demande l'opposition, la société civile et une grande partie de la population. Tous refusent que le pouvoir soit confisqué par l'armée. Et ils l'ont fait savoir dimanche. Place de la Nation, devenue le lieu emblématique du mouvement de contestation à Ouagadougou, mais aussi devant le siège de la radio-télévision nationale où la situation a dégénéré, un homme a été tué. Reste maintenant à savoir qui au sein de l'opposition pourrait prendre la tête de la transition. Pour l'instant, les leaders politiques burkinabés peinent à montrer le visage d'une opposition organisée, capable d'assurer la transition sans la...
L'Irak fête l'Ashura demain. L'imam Hussein est mort lors de la bataille de Karbala. Et chaque personne minutieusement fouillée. Cette année, la fête chiite de l'Ashura en Irak se fait sous haute protection policière. Les autorités craignent en effet une attaque de l'État islamique contre une communauté chiite que l'organisation considère comme étant des hérétiques. Mais les pèlerins, eux, se disent déterminés. La route est sûre, tout est calme et les forces de sécurité sont déployées partout. L'État islamique ne nous arrêtera pas et ne nous empêchera pas d'aller voir l'imam Hussein. Nous n'avons pas peur de l'État islamique, nous sommes tous unis. Nous n'avons pas peur des bombardements. La route est sûre, les processions de deuil déferlent sur la route et l'étendard d'Abu Abdullah al-Hussein restera hissé. Depuis quelques jours, les pèlerins ont commencé à converger vers la ville de Karbala, au sud du pays, pour commémorer la mort de l'imam Hussein, l'une des figures les plus respectées du chiisme. Au total, des dizaines de milliers de policiers et soldats assurent ainsi leur sécurité, dont plus de 25 000 sont affectés à la seule ville de Karbala. Mais si les pèlerins ne semblent pas inquiets, le danger est bien là. Ces derniers jours, les attentats visant leur communauté se sont multipliés dans le pays. Le dernier date de dimanche. 14 chiites ont trouvé la mort dans l'explosion d'une bombe dans un quartier de Bagdad. CAN 2015 de football, le Maroc a jusqu'au 8 novembre 2014 pour se décider. C'est l'une des décisions de la réunion du comité exécutif de la CAF qui a eu lieu aujourd'hui. Le secrétaire général de la CAF, Hicham El Amarani, explique. Du 17 janvier au 8 février. Et nous ferons tout en ce qui est en nos pouvoirs pour pouvoir la maintenir et la jouer, que ce soit au Maroc, si le Maroc accepte de la maintenir, ou que ce soit dans un autre pays, si le Maroc refuse la réponse et la position de la CAF. La CAN aura lieu et d'ailleurs nous maintenons les qualifications. Les deux dernières journées ont lieu le 14-15 novembre et le 19 novembre. Donc ce que je peux vous dire, c'est que la Coupe d'Afrique des Nations 2015 aura lieu. Au jour d'aujourd'hui, il s'agit de savoir le lieu de cette compétition en espérant bien sûr qu'elle soit au Maroc. Comme annoncé, la partie magazine de ce journal elle est consacrée à l'entretien que nous a accordé Até Moussa Tchangari, acteur de la société civile et nigérienne, et sur la situation qui prévaut au Burkina Faso. Bonne réception, bonsoir. Tout d'abord, je me félicite vraiment de ce qui est arrivé au Burkina, même si on peut dire que ce n'est pas encore terminé. On se félicite déjà du résultat qu'il y a eu. C'est une mobilisation extraordinaire qui a contraint à la démission le président Blaise Compaoré, qui était en place depuis plus d'un quart de siècle, n'est-ce pas, depuis 27 ans qu'il est en place. Et donc son départ est quand même quelque chose à saluer, parce que bon, il voulait s'incruster au pouvoir et poursuivre ce qu'il a l'habitude de faire. Et Dieu merci, le peuple burkinabé mobilisé a pu le faire quitter le pouvoir. Donc ça, c'est vraiment un grand succès. Deuxième chose aussi, c'est que ce qui est arrivé au Burkina est une leçon, n'est-ce pas, pour tous les autres chefs d'État africains, que ce soit ceux qui veulent s'incruster au pouvoir ou ceux qui sont là mais qui ne veulent rien faire. Je pense que ça sera aussi une leçon. Cela montre que les peuples sont en mesure de se mobiliser et de faire tomber des régimes qui ne leur conviennent pas. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, bien sûr, on se réjouit de ces résultats, mais on est aussi inquiet pour la suite, parce qu'il n'est pas souhaitable au Burkina qu'il y ait un régime militaire. Et surtout un régime militaire dirigé par les petits de Blaise. C'est quelque chose de totalement inacceptable. Et j'espère que le peuple burkinabé va se mobiliser pour chasser aussi les militaires du pouvoir, notamment cette clique-là des militaires proches de Blaise Compaoré. Donc c'est en fait le système de Blaise sans Blaise qui risque de continuer. Et ça, ce n'est pas bien. Nous, on n'a pas nécessairement la même appréciation des situations que les trucs là. On n'a pas les mêmes motivations pour souhaiter le départ des militaires. Bon,
Mais c'est une très bonne chose déjà que plusieurs voix s'élèvent dans la communauté internationale pour demander aux militaires de partir. C'est important qu'il y ait cette prise de position, ça donne aussi du courage au peuple burkinabé pour continuer la lutte, et ça fait aussi une pression sur ces militaires-là pour dégager et laisser la place à un pouvoir réellement populaire. C'est quand même le peuple qui s'est battu. Eux, ils étaient avec Blaise. C'est eux quand même qui tiraient sur les gens. C'est pas des extraterrestres qui le faisaient. C'est eux qui réprimaient les populations. Maintenant, c'est trop facile de surgir comme ça une fois que Blaise est parti pour dire bon, ben nous prenons le pouvoir. Non, les militaires burkinabés doivent rester dans leur caserne et doivent se rallier au peuple. C'est pas le peuple qui va se rallier à eux, puisque le peuple a réalisé quelque chose d'extraordinaire que eux n'ont pas été capables de faire. Et du reste, c'est sur eux que Blaise comptait pour se maintenir, n'est-ce pas? Et il avait leur soutien jusqu'au bout et ils l'ont montré, puisque c'est quand même grâce à eux qu'il était là, et c'est d'ailleurs eux pratiquement qui l'ont fait sortir du pays, et Blaise et tous les gens qui sont dans son siège. Donc ils sont là pour protéger les arrières de Blaise. Le peuple ne doit pas accepter cela. Il faut qu'il dégage. Voilà, c'est tout quoi. En principe, le peuple a quand même l'énergie nécessaire. Je pense que les gens ont la capacité de le faire. Maintenant, bien sûr, il y a des dissensions à la fois dans la société civile, dans la classe politique, etc. Il n'y a jamais d'unanimité, mais je pense qu'il y a une volonté claire exprimée par le peuple qui est vraiment le changement, qui se résume au changement. Le changement, il faut vraiment le faire, et on ne peut pas le faire avec des militaires qui sont dans le sillage de Blaise. Si on veut changer et on veut avancer, il faut forcément un pouvoir populaire. Et ce pouvoir populaire ne peut être que l'émanation des forces organisées, notamment la société civile, mais aussi les partis politiques. Donc ce que nous souhaitons, c'est que les gens mettent un peu de côté certaines divergences pour essayer d'arriver à un minimum, un consensus minimum. C'est-à-dire que avoir des personnalités qui peuvent faire consensus réellement. Pas des militaires, mais des personnalités de la société civile ou du monde politique qui peuvent éventuellement faire consensus. Mais les gens ne peuvent pas faire tous ces sacrifices, faire tous ces combats, et puis les enfants de Blaise vont continuer. Ça ne rime à rien. Ça, au moins, ça doit être clair dans l'esprit de tout le monde. Maintenant, est-ce qu'ils parviendront? Oui, je pense. Si la même mobilisation, la même détermination continue, c'est très possible. Évidemment, il appartient aux populations aussi, aux gens, d'être vraiment vigilants, de ne pas se laisser embarquer dans certains schémas. Si Blaise a fui, c'est parce qu'il pense que eux, c'est-à-dire que l'armée seule ne peut pas faire face à cette situation. Un peuple qui se révolte, qui dit non à une dictature, à moins de se mettre à assassiner, à massacrer une bonne partie de la population, et je pense que les militaires ne peuvent pas se maintenir. S'ils veulent s'essayer à ça, eh bien, ça sera un grand problème pour eux aussi. Donc, ils sont conscients. Donc, il ne faut pas même envisager cette idée-là, quoi. Je pense que les militaires sont plus ou moins conscients eux-mêmes. Ils essayent quelque chose. Si ça marche tôt, si ça ne marche pas, bon, ils vont laisser. Ils l'ont plus ou moins dit. Hier, un des porte-parole du lieutenant-colonel Zida a quand même dit qu'ils sont ouverts, que les gens peuvent venir les voir, etc. Bon, et ils cherchent à sauver les arrières. C'est quand même un régime qui a commis beaucoup de crimes, hein, et c'est pas de la blague, quoi. Ils ont fait beaucoup de choses graves, et les militaires, là, notamment la garde de Blaise, est impliquée dans beaucoup de crimes. Tout le monde le sait. C'est pas pour rien que c'est elle qui prend pratiquement le pouvoir. Et puis, on a presque disloqué l'armée
pour renforcer la garde présidentielle. D'ailleurs, déjà, vous pouvez comprendre que le chef d'état-major général d'une armée qui vient, qui fait une déclaration, et puis un chef d'une unité sort pour le contredire. Après, les militaires se retrouvent en conclave pour désigner un chef d'une unité. Ça veut dire que entre eux-mêmes, c'est la force qui a tranché. Hein? Et les militaires ne méritent pas de gérer le Burkina, ne serait-ce que parce qu'ils ont fait preuve déjà de lâcheté face à un de leurs. Ils ont considéré qu'il a plus d'armes peut-être qu'eux, parce que c'est ça aussi un peu la logique parfois de nos États. On renforce la garde présidentielle et on laisse les autres avec très peu de moyens, et la défense du territoire, on fait contrat avec quelqu'un pour assurer ça. En ce qui concerne le Burkina, vous savez qu'il y a une base militaire française qui est installée. Donc pour tout ce qui concerne leur sécurité extérieure, en fait, ils comptaient sur ça. Et le reste, on met sur la sécurité du président. Maintenant, ils sont les plus forts et les autres sont venus, la queue entre les pattes, accepter que le chef de la garde présidentielle, c'est lui qui va diriger la transition, parce que c'est lui qui a peut-être les armes les plus lourdes, les plus meurtrières. Mais si cela leur fait peur, n'est-ce pas? Bon, ils ont certainement leur raison, mais le peuple, lui, peut affronter n'importe quelle armée. Et donc le peuple, lui, doit se battre pour chasser ces gens-là. Voilà, c'est ça qu'il faut. Les gens peuvent être divisés, c'est certain, c'est possible. Mais les gens doivent aussi prendre l'exemple quelque part sur les militaires. Il y a quand même un bon côté des choses. Le bon côté des choses, les militaires, malgré tout, ont fini par s'entendre et ont évité un affrontement peut-être entre eux. N'est-ce pas? Se disant que bon, celui-là dispose des armes les plus meurtrières, au lieu d'aller à une confrontation, on le laisse pour ne pas avoir à nous entretuer entre nous. Mais les gens dans la société civile et dans la classe politique doivent pouvoir faire aussi le même raisonnement. S'ils continuent à s'entre-déchirer sur ces questions, à ne pas avoir un consensus, bien sûr, la voie est ouverte aux militaires qui peuvent continuer à s'incruster au pouvoir. Donc il y a aussi un exemple de ce côté à prendre. Donc de la même façon qu'eux se sont finalement entendus, de la même façon, l'opposition, la société civile, les gens doivent aussi faire des consultations et se discuter. Et du reste, il y a un arbitre important, c'est le peuple lui-même. La même façon que toute cette mobilisation a été organisée, il est possible aujourd'hui pour les organisations de la société civile, les partis politiques, d'organiser des consultations dans des quartiers, dans des villages, un peu partout, pour dire, bon, ben voilà, quel schéma il faut faire. Il faut donner la parole au peuple, même si ce n'est pas une élection, il faut donner la parole au peuple, l'écouter. Et peut-être que des assemblées populaires, dans des quartiers, dans des villages, dans des villes, peuvent aussi donner la voie à suivre. Et là, les gens auront aussi le sentiment qu'ils sont réellement impliqués, engagés. Donc c'est même ça qu'il faut faire. Il faut vraiment donner la parole au peuple, n'est-ce pas? Et je pense que le peuple peut dire dans quelle direction il faut aller. Faites des assemblées dans des quartiers, dans des villages. Demandez pourquoi les gens ne feraient pas, par exemple, ça. Comme ça, ça empêchera à ce que quelques personnes, au nom de je ne sais quoi, décident des choses importantes pour tout le monde. Pour le moment, parce que quand on parle de l'opposition, quand on parle de la société civile, c'est en fait des chefs qui parlent, n'est-ce pas? Maintenant, puisque c'est un mouvement populaire et des millions de gens ont participé, eh bien, donner la parole à ces millions de gens pour que eux disent quelle voie il faut suivre. Cela aussi est possible. Je ne suis pas vraiment inquiet. Je pense que le Burkina est dans une certaine mesure sur un bon chemin pour le moment. C'est vrai qu'il y a quand même des forces qui peuvent toujours chercher à installer une situation plutôt difficile. Mais si le peuple est vigilant et mobilisé, je pense qu'il peut conjurer tous les périls qui sont susceptibles de s'annoncer. Et ça inaugure pour le Burkina une ère nouvelle. Et au-delà du Burkina, ça inaugure peut-être pour toute l'Afrique de l'Ouest une ère nouvelle. Parce que ce qui s'est passé au Burkina va forcément marquer les esprits. C'est des choses qui ont
pu se passer un peu par le passé. Il y a eu des mobilisations pour la démocratie, etc. On a obtenu, mais c'est-à-dire chasser de cette façon un dictateur, ça fait longtemps que c'est pas déjà arrivé. Au Burkina, c'est arrivé déjà une fois, mais c'est dans les années 60. C'est en 66 avec Maurice Yamevo qui a été chassé par le peuple. Cette fois-ci encore, il y a un mouvement insurrectionnel populaire qui chasse un dictateur. C'est une très bonne chose, ça va marquer les esprits. Et je pense que ça va faire tache d'huile sur l'ensemble du continent, et c'est en cela c'est une très bonne chose. Bien sûr, ça peut être le début de quelque chose d'extraordinaire, parce que ce qu'il faut regarder, c'est d'abord le rôle actif joué par la jeunesse, une jeunesse qui est à l'abandon. Ouais, c'est vrai que la contestation s'est organisée autour de la thématique de la révision de la Constitution, le refus de la révision de la Constitution pour permettre à Blaise de briguer un autre mandat. Mais il y a un malaise de fond qui a alimenté tout ça, c'est-à-dire qui explique la mobilisation des jeunes. Ce n'est pas juste une question d'un article de la Constitution. Et ce mouvement, cette mobilisation extraordinaire montre qu'il y a un malaise plus profond que ça, et notamment un malaise social, des centaines de jeunes, des milliers de jeunes qui se sentent exclus de tout. Et c'est ça, et c'est eux qui ont mis fin à cette affaire-là. Parce que bon, c'est le seul régime qu'ils ont connu depuis et qui n'est pas en train de faire des réalisations concrètes en leur faveur. Et donc les gens se sont mobilisés. C'est ça qu'il faut surtout retenir. Il ne faut pas réduire ça à une question juste d'un article de la Constitution qu'il fallait réviser ou ne pas réviser. C'est pas juste ça. C'est un problème de fond, n'est-ce pas? Et le problème de fond qui a fait que des gens se sont mobilisés pour entrer dans ce combat-là, ce problème se pose aussi dans beaucoup d'autres pays. Voilà.